Il y avait quelque chose qui clochait avec cette main. Une main de femme, aux jointures ridées, constellée de taches blanchâtres au bout des doigts où l'âge avait rongé la couleur de la peau. Au fil d'années d'usage quotidien, pas des semaines, pas des mois, des années. Cette main serrait une serviette en papier marron, poreuse, le genre que les fast-food entassent dans des distributeurs en plastique à côté du ketchup. Et sur cette serviette incongrue, d'une écriture cursive régulière tracée à l'encre bleue d'un stylo bon marché, une équation chimique était en train d'être finalisée avec le naturel de quelqu'un qui griffonne un numéro de téléphone. Quelque part à cet étage. Une horloge mûre alors de prix égrenait le temps avec l'insistance de ces objets qui coûtent une fortune et n'existent que pour le rappeler aux autres. Et il y avait un autre son lointain, mécanique, sans urgence, celui d'un télécopieur crachant un document. Le papier sortait avec une lenteur exaspérante. Et quiconque connaissait ce bruit spécifique comprenait, au rythme et au silence de mort qui le suivait, que ce qui venait d'arriver n'était pas une approbation. La voix était féminine, basse, dépourvue de la moindre inflexion émotionnelle, comme quelqu'un récitant les étapes d'une recette apprise par cœur. La liaison hydrogène entre le ligand bêta et l'excipient est inversée. C'est pour cette raison que vos patients font des arrêts cardiaques. C'est une erreur de calcul d'un étudiant de première année. Le visage de l'homme face à elle racontait une histoire qu'il aurait préféré que personne ne lise jamais. Pâle comme la cire d'une bougie tout juste éteinte, la sueur coulant le long du col de sa chemise en soie italienne avec l'obstination d'une chose que le corps décide malgré lui. Ses yeux étaient rivés sur la serviette crasseuse que la femme tenait non pas avec dédain, non pas avec l'arrogance qui avait saturé chaque minute de chaque heure de cette semaine, mais avec la terreur viscérale de celui qui réalise enfin l'abîme dans lequel il vient de sombrer. Sa bouche était entr'ouverte. Les moniteurs en avaient affiché ce que les écrans affichent quand tout s'effondre simultanément et qu'il n'y a plus d'autre issue que la chute libre. Mais pour comprendre comment un tel homme en est arrivé là, il faut remonter le temps. Il faut explorer le palais qu'il a bâti sur des sables mouvants. Et rencontrer la femme qui récurait ce même sable tous les jours sans que personne n'ait jamais daigné poser un vrai regard sur elle. Pharmacon n'était pas une simple entreprise. C'était une déclaration de pouvoir incarnée dans la pierre et le verre. Les tours de verre miroir reflétaient la ville environnante d'une manière qui semblait préméditée, comme si le bâtiment tenait à exhiber le monde tout en refusant catégoriquement d'en faire partie. La réception abritait une fontaine d'eau minérale importée d'un aquifère suisse, recommandée par un consultant en décoration d'intérieur parce que l'eau vive communique la vitalité et la permanence. Et le client avait payé la facture aveuglément, car c'est exactement le genre de futilité qui paraît essentiel quand on a assez d'argent pour transformer des métaphores en architecture. Les rambeaux, mais le cuir et les fleurs blanches, un cocktail que l'agence de marketing olfactif avait baptisé Autorité Sereine. À l'extérieur des grilles principales, un bus s'arrêta dans le hurlement pneumatique de frein à bout de souffle. Elle descendit par les portes arrière, comme la plupart des passagers. Son uniforme bleu peint en polyester était soigneusement plié dans le sac en tissu qu'elle portait sur son épaule gauche, aux côtés d'une gamelle en aluminium et d'un portefeuille en plastique, contenant encore une maigre partie du salaire du mois précédent. Car elle avait appris, au fil des années, l'art misérable de faire durer l'argent bien au-delà de la fin du mois. Elle franchit les portiques d'accès d'un guide, son badge déjà en main, le réflexe d'une femme qui s'était fait refouler une fois pour ne pas l'avoir mis en évidence. Et qui avait compris que certaines petites humiliations pouvaient être évitées par l'anticipation. Francine Lemaire avait entre 40 et 50 ans. Selon l'éclairage et la poignée d'heures de sommeil qu'elle avait réussi à arracher la nuit précédente, sa peau mate portait les stigmates d'un soleil brûlant datant d'avant ce boulot. D'une époque qu'elle n'évoquait jamais avec personne. Ses cheveux étaient tirés sous une charlotte usée, le genre d'accessoire que les femmes travaillant dans l'entretien portent par obligation réglementaire et qui, avec la cesse d'être une contrainte pour devenir une seconde nature. Ses yeux abritaient une tristesse sourde, pas ce désespoir aigu qui frappe après un deuil récent. Une tristesse géologique, stratifiée, et celle qui se fige en couches superposées au fil du temps, quand la vie empile les fardeaux les uns sur les autres et que personne ne vous laisse l'espace pour souffler. Elle enfila sa tenue de travail dans les vestiaires du sous-sol, enferma son sac dans un casier en métal au cadenas grinçant et remonta. Ce matin-là, elle avait amené son fils avec elle. Gabriel avait 8 ans et possédait cette maigreur singulière des enfants. Rongé par un asthme chronique, il n'était pas dénutri. Juste charpenté de telle sorte que l'effort herculéen de respirer brûlait les calories que les autres gosses dépensent en courant. Il était assis dans un coin du couloir en marbre du 2e étage, le dos plaqué contre la paroi, un sac de boulangerie en papier kraft replié sur le genou. Gribouillant avec un crayon de papier devenu bien trop court pour être tenu confortablement, mais qu'il serrait tout de même.
Francine couve à son fils du regard tout en préparant son chariot de ménage. Gabriel ne dessinait pas de petits bonhommes. Il dessinait des molécules, des structures hexagonales. Des chaînes carbone versaient des doubles liaisons tracées avec 2 lignes parallèles. Exactement comme il l'avait vu dans ce vieux carnet que sa mère planquait dans une caisse sous son lit. Un carnet qu'il avait déniché un jour et potassé avec l'obsession que les garçons de son âge réservent d'ordinaire aux jeux vidéo. Le centre aéré avait fermé ses portes cette semaine pour des travaux d'urgence. Elle n'avait pas le choix. Elle avait imploré sa supérieure, qui avait cédé avec cette moue méprisante de celle qui accorde une faveur monumentale et tient à ce que cela soit bien clair. Gabriel était un garçon placide. Il savait se faire oublier. Il avait compris, avec cette maturité effrayante des gamins qui grandissent en voyant leur mère s'échiner en silence, qu'il existait une manière bien précise d'exister dans certains espaces et que la seule façon tolérée d'exister dans ce couloir de marbre était de se faire le plus minuscule possible. Le crayon accomplissait cette mission à la perfection. Jusqu'au moment où ce ne fut plus le cas. L'héritier débarqua comme à son habitude précédé par la fanfare de sa propre voix. Rodolphe de Montferrand n'avait tant et avait hérité pharmacore de son père avec la même désinvolture qu'on hérite de l'arête d'un nez. Ou de la couleur de ses yeux sans le moindre effort, sans le moindre mérite justifiable. Exempt des cicatrices qui forgent le caractère de ceux qui doivent bâtir leur vie à la sueur de leur front. Il portait une oreillette d'or et littéralement dorée, plaquée or. L'édition limitée d'une marque qui vous facturait l'ostentation plutôt que l'acoustique et aboyait à un volume qui exigeait que le couloir entier prenne acte de l'importance de sa conversation. 3 cadres dynamiques gravitaient autour de lui avec cette attention toxique qu'on ne maîtrise que lorsque son emploi dépendu fait que le patron ne se rende jamais compte qu'il est suivi. La chaussure de Rodolphe heurta le crayon sans que ses yeux ne daignent s'abaisser vers le sol. Le crayon voltigea dans les airs. Gabriel leva les yeux. Sans aucune colère, juste avec le tressaillement animal d'une proie qui n'attendait aucune interaction avec son environnement. La escousse se mue à en quinte de toux. Une toux qui résonnait de ce timbre terrifiant de l'asthmatique, à la fois creux et strident, et le thorax du gamin se mit à pomper avec un effort déchirant. Ses petites épaules se soulevant et s'affaissant dans l'urgence absolue de brasser ce volume d'air que son corps venait brusquement d'oublier comment traiter. Francine n'était qu'à 2 mètres avec son chariot. Elle l'avait entendu avant même de le voir. Elle lâcha sa serpillière, fouilla dans son sac dans un pur réflexe de survie des années de crise mineure avait forgé un protocole d'urgence s'exécutant avant même la pensée consciente. L'inhalateur bleu jaillit, le bouchon sauta. Elle fut à genoux auprès de son enfant en moins de 4 secondes. L'embout déjà pressé contre ses lèvres, une main ancrée sur son épaule avec cette pression familière signifiant que tout allait bien se passer, que l'air allait revenir, qu'il revenait toujours. Rodolphe de Montferrand contempla le spectacle. Son regard glissa vers le sol, là où la quinte de toux avait laissé sa trace. Puis il toisa ses lieutenants avec le rictus d'un monarque exigeant que son dégoût soit entériné par sa cour pour être complet. Appelez la boîte de désinfection. La sentence tomba avec la froideur glaçante d'une directive logistique. Je veux que tout cet étage soit décontaminé. J'ignore quel genre de virus des quartiers nord se peut-il à ramener dans mes murs. Un silence assassin. On est dans un laboratoire pharmaceutique ici, pas dans un dispensaire de banlieue. Francine releva la tête. Elle était agenouillée sur le marbre froid, berçant son fils, l'inhalateur toujours au poing. Les yeux noyés d'une honte brûlante, non pas la honte de celle qui a fauté, mais celle innommable, d'être traitée comme un déchet devant son propre enfant. Monsieur, ce n'est que de l'asthme. Il n'est pas contagieux. Je vous demande pardon, le centre aéré a fermé. Rodolphe s'accroupit. Loin d'être un geste d'empathie, il ne cherchait qu'à réduire la distance pour que le venin de ses mots frappe avec une précision chirurgicale. Tel un géant qui se penche pour murmurer à un insecte avant de décider comment l'écraser. Son regard méprisant balaya le badge épinglé sur la poitrine de la femme, s'attardant sur la photo ternise, puis sur le nom imprimé en caractères minuscules sous sa fonction. De l'asthme. Il recracha le mot sur le même ton que d'autres utiliseraient pour dire le mot cafard. Vous avez la moindre idée de ce que ça coûte à traiter correctement. Bien plus que ce que vous touchez avec votre SMIC de misère à récurer mes chiottes. En arrière-plan, les cadres scrutaient la pointe de leurs souliers. Rendez un putain de service à la génétique, arrêtez de pondre, le monde déborde déjà de pauvres. Il essuie dressa et ajusta son oreillette en or massif et reprit sa marche. Il est difficile de croire que quelqu'un puisse faire preuve d'une cruauté aussi abjecte, n'est-ce pas? Si cette profonde injustice vous révolte autant que moi, laissez un like dès maintenant pour prouver que vous soutenez Francine et Gabriel. Francine essuya ses larmes avec un torchon coincé dans la ceinture de son uniforme.
pas le chiffon de nettoyage, elle n'était pas de ce genre de personne. C'était un torchon propre qu'elle gardait sur elle pour les situations qui n'avaient rien à voir avec son métier. Elle s'essuya lentement, avec une précaution infinie. Comme pour masquer sa détresse à son fils, sachant pertinemment qu'il avait déjà tout vu, Gabriel avait cessé de tousser. Il dévisageait sa mère avec ses yeux de 8 ans qui comprennent des choses bien trop lourdes pour leur âge. Dans le couloir, l'un des cadres qui escortait Rodolphe était resté en retrait. Plus âgé que les autres, tempes grisonnantes. Blouse de laboratoire jetée sur une chemise cintrée. C'était le genre d'homme qui s'était fait une place dans cette entreprise par son expertise technique et qui avait survécu aux purges de direction en se rendant beaucoup trop indispensable pour être jeté. Il fixait Francine, les sourcils froncés, non par jugement. C'était la reconnaissance tentant de trouver le bon dossier dans une mémoire très saturée. Il se pencha vers son collègue à côté et murmura, presque pour lui-même, « Celle-là, je la connais de quelque part. » Son visage ne m'est pas inconnu. On dirait trait pour trait la chercheuse qui a fait la une de Nature Biotechnologie il y a 15 ans. Celle qui a dénoncé les détournements de fonds de la recherche sur Alzheimer et son collègue. Le genre de rire qui écarte sans enquêter tu dis tu délire. Ce génitaré doit pourrir dans une tombe ou dans un asile psychiatrique. Ce n'est qu'une simple femme de ménage. Le cadre grisot n'en ne rit pas. Il garda les yeux rivés sur le dos de Francine tandis qu'elle regagnait son chariot. Empoignait son balai à franges et reprenait sa besogne avec la continuité de ceux qui ont appris que s'arrêter coûte toujours plus cher que de continuer. Et il y avait une lueur dans son regard, pas encore une certitude absolue, mais ce genre de doute qui, une fois installé, ne part plus jamais. Travaillant en tâche de fond dans la mémoire telle une équation qui n'a pas encore trouvé toutes ses variables. La serviette en papier griffonnée dormait dans la poche de l'uniforme bleu pan. Francine avait achevé ses calculs pendant sa pause déjeuner, assise sur un banc en béton du parking souterrain. Gabriel assoupit à ses côtés, la tête reposant contre son épaule. Le crayon de papier récupéré sur le marbre une fois le couloir vidé avait dansé sur la surface poreuse avec la mémoire musculaire de celle qui avait passé des années à faire cela. Penché sur des paillasses de laboratoire, sous une lumière fluorescente, manipulant des équipements valant le prix de ce bâtiment entier. L'équation était fausse, pas la sienne, la leur. Et elle savait exactement où. Le grand salon de l'hôtel impérial avait une capacité de 500 personnes, et ce soir-là, 530 convives s'y pressaient. Car personne ne décline l'invitation de Rodolphe de Montferrand lorsque Pharmacor règle l'addition. Des flûtes de champagne cristal tournoyaient sur des plateaux d'argent massif, portés par des serveurs à qui l'on avait formellement ordonné de ne jamais laisser un verre descendre sous la moitié. Des écrans géants, 4 d'entre eux, disposés aux 4 coins du salon pour n'avoir aucun angle mort affiché des graphiques de croissance avec ces courbes ascendantes qui finissent par paraître naturelles à force de les voir, mais qui représentent, à chaque centimètre d'inclinaison, des décisions prises à huis clos par des gens qui n'en subiront jamais les conséquences. Les Rambo, mais les fleurs blanches, les canapés à la truffe et le genre de parfum hors de prix qui s'accroche dans l'air bien après le départ de ceux qui l'ont porté. Rodolphe irradié sur l'estrade, pas planqué derrière un pupitre debout sur le devant de la scène. Un micro sans fil dans la main droite et sa flûte de cristal dans la gauche, affichant cette posture spécifique de celui qui a été élevé dans la certitude que les sénons étaient bâtis pour être occupés par ses semblables. Son costume était gris anthracite, sa cravate dure rouge spécifique que les consultants en images recommandent pour asseoir l'autorité sans agressivité. Ses souliers reflétaient la lumière des projecteurs avec l'éclat d'un cuir ciré par une autre personne. Le Neurobliss XR n'est pas un simple médicament. Sa voix résonna dans la salle avec cette amplification qui transforme la moindre déclaration en vérité provisoire. C'est une déclaration. C'est la preuve irréfutable que la véritable innovation ne naît pas dans des laboratoires universitaires avec de l'argent public et un processus bureaucratique de 10 ans. Une pause calculée. Elle naît chez ceux qui ont le cran d'investir 2 milliards d'euros sur une vision. Des applaudissements. Le genre d'applaudissements qui démarre avant la fin de la phrase parce que les gens des premiers rangs savent qu'en applaudir. Rodolphe pivota légèrement vers l'écran géant, où la projection des revenus du Neurobliss XR traçait une courbe qui grimpait jusqu'au coin supérieur droit de l'écran comme s'il n'existait aucune limite physique à l'ambition représentée là. La maladie de Parkinson précoce affecte 40 millions de personnes dans le monde. 40 millions de familles qui, aujourd'hui, n'ont aucune réponse, ils leva son verre. À partir du 3e trimestre de l'année prochaine, elles en auront une. Encore des applaudissements, plus de champagne. L'armée de serveurs continuait de circuler, et pendant que certains, une pause avec un sourire balayaient le sol, nous balayons le marché tasserait des rires.
Des rires de connivence de ceux qui trouvaient ça drôle ou des rires hypocrites de ceux qui avaient besoin de trouver ça drôle sous cet angle, la différence était invisible. Cette même nuit, soit de l'autre côté de la ville, il n'y avait pas de champagne. Pour saisir ce qui allait se produire, il faut connaître le CHU. Pitié-Salpêtrière, un bâtiment de 6 étages aux façades écaillées et aux couloirs imprégnés de cette odeur âcre propre aux endroits qui tournent 24 heures sur 24 depuis 40 ans sans s'arrêter. Les médecins sains ne portaient pas de blouses brodées. Ils portaient des blouses délavées. Au 5e étage se trouvait un patient inclus 8 semaines plus tôt dans le protocole de phase 3 des essais cliniques du Neurobliss-XR, 62 ans. Diagnostic de Parkinson précoce confirmé par 3 spécialistes, aucun passif cardiovasculaire significatif, aucun identifié lors du processus de sélection. Exactement le profil que les brochures publicitaires de pharma mettaient en avant comme cas idéal. L'alarme hurla à 20h41. Code bleu, les médecins qui déboulèrent dans la chambre découvrirent ce que le moniteur avait déjà enregistré, une cascade adrénergique fulgurante. Le cœur recevant des signaux fantômes qui n'auraient pas dû exister et y répondant avec une force et une fréquence maximale en même temps, tel un moteur poussé au-delà de sa limite structurelle. La drogue qui avait été développée pour protéger les neurones était en train de faire quelque chose de totalement différent avec les récepteurs cardiaques. Quelque chose qu'aucun modèle de sécurité n'avait prévu, pour la simple et bonne raison qu'aucun de ces modèles n'avait été construit pour le prévoir. Le cœur s'arrêta à 3h53. Les médecins s'acharnèrent pendant 22 minutes. À minuit et quart, un membre de la garde appela le contact du protocole de Pharmacor. C'était un numéro d'urgence qui, selon les documents de l'essai clinique, devait décrocher à toute heure. L'appel tomba sur la messagerie vocale à la première tentative, la Doixy, mais à la 3e. La nouvelle parvint à Bloomberg avant que le soleil ne se lève. Pas parce qu'il y avait eu une fuite, parce que les systèmes de miel, surveillance des marchés que maintiennent les grandes agences sont calibrés pour intercepter exactement ce genre de signal. Et le signal était là. Un décès lors d'un essai clinique de phase 3 concernant un médicament qui avait été annoncé comme une révolution thérapeutique. Dans le salon d'un grand hôtel 5 heures auparavant. Les actions de Pharmacor ouvrirent en chute de 8%. Rodolphe de Montfer en fut mis au courant avant l'ouverture des marchés. Il l'apprit à 4 heures du matin, quand le téléphone sonna et que la voix de son conseiller juridique trahit cette qualité spécifique. De celui qui est réveillé depuis très longtemps et s'apprête à dire une chose qu'il préférerait taire. À 6 heures du matin, il était dans le laboratoire de recherche et développement du 10e étage de Pharmaco. Et la température ambiante avait changé d'une manière qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Le laboratoire de RST ultra sécurisé était d'ordinaire un lieu de silence technique, le genre de mutisme qui n'est pas dû à l'absence de personnes, mais à la densité de la concentration. 20 scientifiques titulaires de doctorat en biochimie, pharmacologie moléculaire et dynamique computationnelle des protéines. Des individus qui avaient passé des décennies à apprendre à faire une chose très spécifique de façon exceptionnelle. Ce matin-là, la meute n'avait pas dormi depuis 72 heures. Les gobelets de café en carton s'amoncelaient sur les paillasses. Leurs vêtements n'arboraient l'allure froisse et de vêtements portés beaucoup trop longtemps. Leurs yeux affichaient le voile vitreux de l'épuisement qui franchit la phase aiguë pour basculer dans le stade chronique. L'équation moléculaire du Neurobliss-XR irradiait sur chaque écran. Sur certains, elle était imprimée et scotchée sur les parois avec du ruban adhésif, car parfois les yeux ont besoin de la texture du papier, et non de pixels. Personne n'avait trouvé la faille. Rodolphe s'engouffra avec l'énergie de celui dont la terreur s'est métamorphosée en fureur. Car la fureur est plus facile à habiter. Liacil appenta la pâle foudroyant les écrans, les scientifiques. Le café froid dans les tasses, l'équation maudite qui se dédoublait sur toutes les surfaces comme un mantra qui avait perdu son pouvoir. 72 heures. Sa voix était bien trop maîtrisée pour l'être véritablement. 72 heures, avec les salaires que je lâche à cet étage, et personne n'est foutu de me dire où se cache l'erreur. Le silence fut sa seule réponse. Le silence tactique que les équipes acquièrent lorsqu'elles apprennent que parler avant l'heure comporte de lourdes conséquences. La NSM va geler les CDI, les médias crient déjà à la négligence. C'était 2 milliards d'euros. Le dernier mot sortit de sa bouche avec une résonance différente, pas avec colère, mais avec une sidération proche de l'homme qui encaisse l'onde de choc du chiffre 2 milliards. 2 milliards d'euros. L'ordinateur portable posé sur la paillasse à sa gauche décrivit un arc de cercle dans les airs et percuta la cloison l'envers dans un fracas qui fit sursauter toute l'assemblée en même temps. Le verre ne vola pas en éclats, c'était du verre trempé, conçu pour encaisser, mais le portable ne survécut pas à la rencontre. Il gisa sur la moquette, l'écran tordu dans des angles qu'aucun écran ne devrait connaître.
Le scientifique en chef était affalé sur le tabouret le plus reculé. Le docteur Antoine Letellier, 58 ans. 2 articles dans Love Medisc, détenteur de 3 brevets majeurs. Il fixait le bout de ses chaussures, affichant la posture accablée de celui qui a trouvé la solution mais pèse encore le prix de la prononcer à voix haute. Rodolphe s'arrêta à sa hauteur. Il resta planté là, il attendit. Antoine leva un regard ravagé. Monsieur la voix n'était que cendre. Sans le moindre affront, la voix d'un homme qui a franchi la ligne où la politesse pèse moins lourd que la vérité absolue. Le problème réside dans la chiralité de l'excipient. Pause. La molécule se comporte comme un agoniste inverse sur le récepteur bêta-1 cardiaque. En clair, elle fait exactement le strict opposé de ce que nous voulions. Au lieu de moduler, elle déclenche un blocage inversé et sature le récepteur avec un signal adrénergique mortel. Rodolphe attendit. Il y avait une suite à ça, c'était une évidence. Est une équation de dynamique moléculaire que seules 3 ou 4 personnes au monde sauraient désamorcer sans pulvériser le brevet avec. Antoine regarda les écrans. L'une d'elles a clamsé en 2018. Une autre a pris sa retraite dans un institut en Norvège et ne répond plus à aucune sollicitation extérieure. Une pause plus étouffante, qu'en a la 3e. C'est la fondatrice de la théorie du docking moléculaire inversé. Mais elle a été exclue de la sphère académique pour avoir dénoncé des irrégularités sur une recherche sur Alzheimer financée par. Il ne termina pas sa phrase. C'était inutile. Le silence suffocant qui s'abattit possédait la densité. Propre au silence contenant une information que chaque cerveau de la pièce a déjà assimilée, mais que personne n'a envie de nommer le premier. Rodolphe assimila ce qui venait d'être tu. Et cette révélation l'enveloppa d'une nausée qu'il n'avait pas ressentie depuis une éternité, pas vraiment de la honte. Car la honte exige un mea culpa dont il n'était pas encore capable. Mais les prémices de la honte, cet inconfort corrosif qui précède la conscience totale du naufrage, impossible est le mot jaillit, défensif. Cette vieille folle. Ma famille l'a pulvérisée de la surface de la terre. Elle n'est qu'une légende urbaine que les docteurs ratés se racontent pour se donner de l'importance. Il pivota, haranguant la salle entière. Amenez-moi un ingénieur en intelligence artificielle. N'importe quelle machine de calcul. Faites tourner les modèles d'analyse moléculaire. Je m'en fous. Je ne vais pas me traîner dans la boue pour mendier l'aide d'une harpie retraitée. Personne ne répliqua. Car tous les cerveaux calcinés de la pièce savaient, avec la certitude glaçante qu'engendre Soiseur de désespoir, que les machines avaient déjà hurlé à la mort. Que les algorithmes avaient été consultés. Que l'intelligence artificielle s'était heurtée au même précipice insondable que ces 20 génies. Il y avait une anomalie structurelle où l'équation bifurquait. Et chaque déviation détruisait l'ossature du remède. Et pulvériser ce labyrinthe exigeait une intuition géométrique forgée dans les flammes de décennies d'un travail obsessionnel. Le genre d'œuvre qu'une femme avait accouché sur les paillasses d'un laboratoire universitaire avant d'être radié pour avoir dit la vérité sur ceux qui pillaient les fonds. Il a craché sur la pauvreté. Mais aujourd'hui, toute sa fortune ne suffit pas à sauver une seule foutue vie. Si vous croyez que l'univers présente toujours l'addition à l'arrogance, laissez un like dès maintenant pour prouver que vous étiez là quand l'heure des comptes a sonné. À l'extérieur de la forteresse de verre, l'aube avait distillé et cette clarté morbide matinale qui ne réchauffe pas les âmes. Sur le parking, le personnel de l'équipe du matin pointait à son poste. Parmi les ombres, une femme en uniforme bleu pensait pas du même bus bondé que d'habitude. Scanna son badge au même portique et s'engouffra vers les vestiaires du sous-sol avec la cadence d'un métronome. Dans la poche de son tablier dormait une serviette en papier marron. L'équation était close depuis la semaine précédente. Francine Lemaire avait terminé ses calculs pendant sa pause, couvée par la respiration de Gabriel endormi sur le muret en béton, et avait enfoui la serviette avec la nonchalance détachée de celle qui ignore encore ce qu'elle va faire de son pouvoir, mais qui sait pertinemment qu'elle ne peut plus faire semblant d'ignorer la vérité. Tout là-haut, au 10e étage, 20 pointures au bout dur où l'eau crachait du sang face à une équation impénétrable. Et l'univers, avec cette patience implacable des entités qui ont l'éternité pour elles car le temps joue toujours en leur faveur, attendait patiemment. L'estocade frappa selon la mécanique des pires tragédies non pas par un coup de grâce fulgurant, mais par une avalanche de salves espacées juste assez pour vous interdire de reprendre votre souffle. Il eut d'abord le communiqué officiel de la NSM, un pamphlet rédigé dans ce jargon bureaucratique que les gendarmes de la santé brandissent quand ils sentent l'odeur du sang sans vouloir déclencher une hystérie de masse. Suspension conservatoire immédiate de tous les essais cliniques. Saisine du protocole d'investigation de sécurité d'urgence. Et gel intégral des données de phase 3.
Chaque phrase était un coup de poignard que Rodolphe dut relire 3 fois sur son téléphone, debout dans les toilettes de son appartement. À 6h40 du matin, la douche crachant encore l'eau bouillante dans la cabine attenante parce qu'il en était sorti avant d'avoir terminé. Ensuite, les actions s'effondrèrent. Moins 40% dans 48 heures et ce n'est plus un recul. C'est un effondrement systémique. C'est la différence viscérale entre un immeuble qui craque et un toit qui vous écrase la gueule et tous les charognards. Terrés dans le building financier de Pharmacor, sentir chaque étage se dérober sous leurs pieds de cuir glacé avec la fatalité des empires qui sombrent. L'ultimatum du conseil d'administration tomba le 2e soir. Cette rapace en conférence téléphonique, dont Rodolphe connaissait chaque inflexion, il s'était attablé avec eux, s'était saoulé avec eux. Avait entendu ces mêmes vautours lui jurer, au détour d'un couloir, qu'il était le sauveur prophétique de la firme. Que l'héritage de son père était entre des mains de maître, que sa vision pour le Neurobliss était brillante et impérative, ces mêmes voix transpiraient désormais le formol. 24 heures. Là, couperé. Soit le vice structurel était expurgé et la plaidoirie devant l'ANSM reprenait sur des bases infaillibles, soit le conseil convoquait un putsch en assemblée extraordinaire pour acter la destitution de l'héritier. Et les requins tournaient déjà un conglomérat concurrent qui n'avait nul besoin d'être présenté aux initiés du marché. Venait de jeter un os que le conseil qualifiait de très raisonnable au vu du désastre collatéral. Ce qui en dialecte financier signifie le prix de la ferraille. Rodolphe raccrocha sans daigner prononcer un seul mot. Il se figea au milieu de son bureau des airs de longues minutes, il ne pensait plus. À proprement parler, il processait la nuance et détail, pensait à couche de résolution. Processer ne fait que quantifier l'ampleur apocalyptique de l'abîme. Il arracha ensuite un cigare de son tiroir de droite, son gilet de sauvetage en cas de panique extrême, et descendit dans les entrailles du parking. Le parking du sous-sol exsudait cette odeur poisseuse. De béton humide et d'huile de vidange qu'aucun système d'extraction d'air ne parvient totalement à éradiquer, mais seulement à masquer avec plus ou moins de succès. Rodolphe alluma son cigare et le dos calé contre la tôle de sa voiture blindée. Les yeux fixés sur le néant, recrachant d'épaisses volutes de fumée dans l'espoir illusoire qu'elles érigent un paravent entre lui et le reste de son agonie. Et c'est là qu'il les aperçut. Sur un plot en ciment brutaliste au fond du cloaque, un plot craché là par une absurde norme de sécurité et qui n'avait d'autre mérite que d'être. Un vague point d'appui, il y avait une femme et un jeune garçon. La gamelle en aluminium était ouverte sur les genoux de la femme. Des macaronis et de la viande hachée de sein, semblait-il vu d'Issens, recouverts d'une sauce quelconque que la pénombre masquait. Elle mastiquait sa pite sans se presser, son radar maternel balayant le garçonnet à ses côtés. Le gosse manipulait un kit d'atomes emboîtable. Un de ses jouets éducatifs en plastique bon marché rempli de sphères criardes et de tiges de liaison, le carbone en noir. L'hydrogène en blanc, l'oxygène en rouge, l'azote en bleu. Le genre de camelote qu'on refourgue à Noël et qu'un gamin normal lâche au bout de 3 heures, Gabriel n'était pas de cette race-là. Il bâtissait une chimère, une macrostructure proliférant entre ses doigts avec cette limpidité effrayante. Des enfants qui n'ont pas encore été formatés pour avoir peur de la complexité et qui se moquent de l'impossible. Ses phalanges emboîtaient les polymères avec une intuition que l'on n'enseigne sur aucun banc de fac. Il brandit le squelette chimique sous les néons, l'inspectant sous des angles impossibles. « Maman. » Sa voix fluette bondit contre la dalle du sous-sol. « Si je tords cet atome d'hydrogène juste ici. » Son doigt fit pivoter l'une des petites sphères blanches la molécule, elle va plus s'accrocher au cœur. Elle monte direct au cerveau. Un silence de 8 ans jaugeant la toute de sa découverte. Il faut juste retourner la liaison hydrogène. J'ai raison. Francine cessa de mâcher. Ce ne fut pas une scène mélodramatique. Ce fut l'électrochoc silencieux d'un système nerveux central bombardé par une variable sauvage venue d'ailleurs, exigeant un reboot total de la machine. Elle planta ses yeux dans le maillage de plastique entre les mains de son fils. Et l'orage s'embrasa dans ses prunelles. Un flash furtif et insidieux, pas de la joie débordante, mais une pure révélation mathématique. L'extase maudite du virtuose qui perçoit l'accord divin au milieu du chaos. Ou du génie qui touche le Graal avant même d'avoir gratté l'équation sur l'ardoise. Un réflexe absolu que 15 années broyées en uniforme bleu-pan et en lessive n'avaient pas réussi à éradiquer. Les cerveaux supérieurs ne meurent jamais, ils hibernent sous les décombres. La barquette en aluminium fut scellée avec une lenteur rituelle. Le stylo bic fut arraché de la poche du tablier. La serviette en papier craft poreuse, le torchon ignoble des fast-food, elle en avait toujours une sur elle pour moucher la morve de Gabriel fut aplatie de l'autre main. Elle ne pondit aucun mot. Ce qui balafra le papier froissé, ce fut une équation de chair d'ingé lacérant la stéréochimie du poison, l'architecture quantique d'une monstruosité moléculaire cernée. Disséquée et corrigée,
avec les constantes vomies par une compréhension viscérale de l'ordre, où chaque nombre jaillissait non pas d'une récitation de par cœur, mais d'une vérité absolue. Sa fulgurance était celle d'un esprit transcrivant un code universel qui martelait ses tempes et trouvait enfin sa délivrance. Rodolphe s'était approché comme happé par un vortex. À 4 pas de sa cible, il s'enracina dans l'asphalte. Le cigare gelait entre ses doigts. Il dévorait la serviette en papier avec la même face de dément qu'en lisant le blâme de la haine et ses mains d'homme foudroyé. Incapable d'encaisser la magnitude de la bombe à retardement qui tipaque sous ses yeux. Ses cordes vocales crachèrent l'ultime rempart du salol, le sarcasme fielleux. Mais le vernis craquelait, laissant transpirer l'effroi. Vous tracez la liste de courses sur les torchons de la cantine, il fit un pas de plus vers le précipice. Il vous faut une augmentation de 10 € pour vous payer plus de pâtes. Francine l'ignora superbement. La pointe du stylo mordit le papier 3 secondes supplémentaires figeant la dernière asymptote, validant l'absolu. C'est seulement alors qu'elle daigna lui répondre, armée de la sérénité glaciale de ceux que les provocations misérables n'effleurent plus. Non. Le stylo se reposa délicatement. Je suis en train de purger le vice de votre petite trouvaille à 2 milliards. Rodolphe encaissa le coup, muet. Votre star de laboratoire s'est plantée sur la constante de couplage électrostatique. Elle le foudroya du regard. Si votre cam flingue le nœud sino-auriculaire, c'est parce que l'angle dièdre de l'azote quaternaire est décalé de 70,3 degrés par rapport à son axe de symétrie. L'estocade finale. C'est de la physique de première année. Mais j'imagine qu'un homme incapable de faire la différence entre la semelle et la lèpre ne pige rien aux notions d'angle. Le silence de mort qui foudroya la pièce portait la marque de ces cataclysmes qui rebattent les cartes pour l'éternité. Rodolphe baissa les yeux vers la serviette, vers l'équation divine, vers cette ouvrière en haillons broyant du ciment froid sur un bloc de béton de parking, vers ce gosse à ses côtés qui serrait sa ventoline, le jaugeant avec la curiosité placide d'un enfant qui n'a pas encore appris à baisser les yeux face au costard sur mesure. Il tendit sa main vers le papier. La détente du prédateur romput à arracher ce qu'il convoite. Mais Francine fut fulgurante. Le torchon crasseux fut plaqué contre son cœur avec l'autorité monstrueuse de la louve protégeant sa chair. Bras croisés verts, coudes verrouillés, chaque fibre de son corps hurlant que ce putain de ticket de salut n'irait nulle part sans que le bourreau ne crache au bassinet. L'image se figea dans les catacombes, le prince au bord du gouffre, la nettoyeuse calée sur son bloc de béton. La sainte relique griffe au nez plaquée contre sa poitrine. Et l'enfant armé de son inhalateur observant le duel avec une perspicacité terrifiante, Gabriel ne tremblait pas. Il disait quel animal en costume. Il percevait l'urgence. Il scrutait Rodolphe avec la même acuité froide qu'il réservait à ses chaînes de carbone, conscient qu'il s'agissait juste d'une erreur de la nature qui n'attendait qu'à être neutralisée si on la retournait dans le bon sens. Je vous pose la question crûment, à la place de Francine, après que cette pourriture ait craché sur l'existence même de votre gosse. Sur votre honneur et sur votre légitimité de respirer dans cet espace, auriez-vous tendu la main? Ou auriez-vous foutu le papier à la broyeuse? Crachez votre verdict dans les commentaires, je veux savoir ce que vous avez dans les tripes. Cette tragédie nous hurle que le génie ne possède ni adresse dorée, ni blason de soie, et qui ne mendie jamais son droit d'exister. Et que l'arrogance crasse d'une zumelle qui chiffre l'âme d'une personne à l'épaisseur de son SMIC finit systématiquement, sans aucune putain d'exception, par causer sa propre perte. Si vous vibrez pour ces récits poisseux où la fange foudroie les rouaises, abonnez-vous et activez la cloche. Vous êtes le sang de notre meute. Le claquement d'une semelle en cuir résonna sur le bitume crasseux. Rodolphe capta le rythme chirurgical avant de voir l'intrus, le pas d'un homme qui ne se précipite jamais, car il détient l'arme du crime et vient rendre son jugement. Il pivota. Le docteur Paul Saros, 61 balais. Directeur des affaires réglementaires de Pharmacor depuis 16 ans. Une relique vivante de l'époque du patriarche de Montferrand. Une époque où la tour du 10e étage respirait un autre venin. Il avait traversé les purges, les réorganisations et les putschs en carton par une technique monstrueuse. Se rendre invisible tout en gardant un œil sur le coffre des secrets que les autres croyaient incinérés. Sa main droite serrait une tablette tactile avec la gravité du bourreau qui apporte la corde au pendu, la cachant presque avant l'instant fatidique. Son visage était un masque mortuaire. Celui du traître patient qui, après une décennie dans la fosse, dégaine son estocade, savourant le goût froid de l'heure des Comtals, Rodolphe. Le timbre était clinique, tranchant sans le cirage de pompe pathétique des requins de bureau ni l'agressivité d'un fougueux brutal. Il faut que tu vois ça. Il lui flanque à l'écran sous le nez. La dalle LCD crachait une relique numérisée, la photographie d'une coupure de presse avec ce grain poisseux du vieux papier journal numérisé en ultra haute résolution. L'édition du Monde,
La date au sommet indiquait mars 2010. Une titraille assassine écrasant une photo en noir et blanc. Le cliché immortalisé un visage plus lisse plus jeune, certes, mais violemment identique à l'esclave prostré sur le béton, 3 mètres plus bas. L'ossature altière, l'allure incendiaire, la ligne de mâchoire implacable. La femme de la photo crevait l'objectif en blouse immaculée, la tignasse libre affichant non pas une moue de magazine de mode, mais l'insubordination pure des génies à qui le monde appartient de droit. Laone Hula est une jeune chercheuse pionnière découvre la parade contre Alzheimer. Évincée avec perte et fracas après avoir dénoncé les fraudes cliniques de pharmaco. Rodolphe se vitrifia sur l'écran tactile. Puis il affronta le regard de Francine. Elle le fusillait pour la toute première fois depuis qu'il avait violé son espace dans ce putain de sous-sol, sans triomphalisme écœurant. Avec le fatalisme macabre du sniper qui savait que sa cible passerait dans son viseur tôt ou tard. L'attendant à avec le flegme de ceux qui possèdent la vérité absolue, peu importe les salauds qui refusent de la voir. Gabriel observait l'iPad, tentant d'assimiler pourquoi la figure de sa daronne tapissait un journal sous les yeux d'adulte au bord de la crise d'apoplexie. Paul Sarro ravit l'écran et s'imposa entre les deux, charognard avide de la curée. Ton père ne l'a pas pulvérisé par caprice. Sa voix garda son oscillation macabre, une sentence dépassionnée mais vénéneuse, déterrant des cadavres que beaucoup croyaient bouffés par les vers. Il la broyait parce que le putain de brevet originel du Neurobliss est sa création absolue. Rodolphe tenta d'articuler. Sa trachée était sèche. Le docking moléculaire inverse et qui porte tout l'édifice de cette boîte depuis 15 berges la thèse qu'il s'est appropriée. Qu'il a déposé sous son nom et qu'il a exhibé comme un trophée de guerre dans les congrès mondiaux. Paul n'a aussi pas le coup de massue. C'est l'œuvre de Francine. Il a falsifié le registre des données pour valider le ticket auprès de la NSM, la virée manu militari a déposé les droits avant qu'elle n'ait pu cracher le morceau. Quand elle a osé riposter, il a cramé sa réputation universitaire avec l'or de son empire, la réduisant au rang d'hystérique. Le silence d'outre-tombe s'étira, saturé des relents nauséabonds qui anéantissent une lignée de patriciens en une seconde. Seulement, la supercherie a foiré. Paul fixa freine puis foudroya Rodolphe. Il restait une variable morte dans l'équation. Criminel ou accidentel on ne le saura jamais, mais une béance que seule Francine maîtrisait. Car c'était son dernier verre ou expérimental avant que ton daron ne la braque, une pause poisseuse. Tu fourgues une came mortelle à tes cobayes parce que ton clan a dévalisé un coffre dont il n'avait pas le code. Et la clé de la chambre forte est gribouillée sur cette foutue serviette de fast-food. Le cigare glissa des doigts de l'héritier. L'abandon ne fut pas héroïque, le réflexe pathétique d'un système nerveux central qui court-circuite, abandonnant les commandes d'une main pendant que le cerveau s'efforce d'annihiler 16 années de falsification mythologique, encensant son ordure de père et la jeunesse de son putain de conglomérat. Francine s'arracha du plot de béton. Une ascension reptilienne, implacable non pas le geste d'une éclopée, mais le déploiement froid d'une reine imposant son tempo à une vermine. Sa crête ne culminait pas bien haut face à l'arrogance de Rodolphe. Et son armure de polyester tachée par l'âge avait l'aurait dû puer la résignation misérable de sa caste devant les dieux du CAC 40, mais quand la lave de ses pupilles percuta les siennes, la fracture sociale vola en éclats. Jamais Rodolphe n'avait avalé un tel regard de toute son existence de dandy pour rigater tante ni sous les stucs de l'hôtel impérial, ni au sommet du 10e étage rempli de têtes brûlées, ni lors des rituels macabres du conseil d'administration. Il n'y lisait pas la rage primaire. La rage, c'est confortable, c'est un défouloir minable qui laisse l'ego de la cible intacte, un truc sur lequel rebondir pour frapper plus fort. Dans le regard de Francine hurlait la pure justice mathématique, la sanction absolue de la variable terminale venant écraser la gueule de l'erreur sur le signe de l'égalité. Ton père m'a arraché ma blouse pour m'obliger à enfiler cette serpillière. Le timbre était d'une puissance tectonique, l'écho d'une citadelle qu'aucun siège n'avait réussi à raser. Il a pillé mon sanctuaire pour me reléguer aux chiottes. Une pause, froide comme la morgue. À présent, tu vas me rendre sa couronne. Rodolphe fixa vidé de son sang. Son putain de smartphone se remit à hurler dans sa poche l'alarme frénétique des actions plongeant vers la banqueroute absolue. Une rafale de secousses qu'il avait appris à haïr au point de vomir lors des dernières 48 heures, la morsure du crash frappant derrière la vitre brisée. C'est quoi ton prix? Il s'agrippait au radeau des marchands de tapis, la voix faussement dominatrice du mec qui monnaie l'honneur avec un carnet de chèques. Mais le système foirait à plein tube. T'es là tout une place factice au directoire? Je peux te créer une division de consultante honoraire, un pont d'or rétroactif sur « J'exige le trône du conseil ». L'obus fusa sans qu'elle n'élève le ton, sans la moindre palpitation d'un diktat. La présidence impériale du comité scientifique,
avec droit de veto absolu sur la moindre molécule chiée par cette boîte. Ces exigences étaient gravées au fer rouge dans l'hippocampe, rabâchées mentalement nuit après nuit, incrustées dans l'ADN bien avant cette heure divine. Et tu apposeras ta griffe sur des aveux publics de fraude scientifique systémique qui seront bombardés à la NSM et au Figaro. Exhumant le maquillage des données, le vol qualifié du brevet et la destruction programmée de mon intégrité académique. Rodolphe tenta d'articuler un son pathétique. En l'échange de cette confession, enchaîna-t-elle pour bâillonner sa riposte de lâche. Je te livre le code salvateur qui épargnera à ta secte la liquidation judiciaire et empêchera la boucherie dans les hôpitaux pendant que tes mercenaires en Cosse et Séchine évitaient les assises. Le mutisme d'outre-tombe s'étira. L'échiquier était renversé, l'otage braquait désormais le bourreau, et les deux chiens savaient très bien qui tenait la laisse. Rodolphe contempla le lambeau de papier. La vulgarité totale de l'objet supplantait le prix de la rançon, un torchon d'une franchise de hamburger qui se déchire si l'on appuie trop le stylo. Maculé de l'empreinte grasse de ses doigts, souillé d'encre bique dégoulinante. Encodé de la plume experte d'une résistante diplômée de la fac publique, raturant le monde à genoux dans la piste jusqu'à ce que la roue crantée du destin ne l'écrase. C'était l'unique putain de gilet de sauvetage contre le lynchage financier. C'était l'ultime parapluie contre un procès pour massacre en série de patients qui s'étaient fiés à une piquette toxique qui n'aurait jamais dû franchir les murs du laboratoire. C'était le mur d'exécution qui allait fousiller la mascara dirigée par le père pour restaurer l'hégémonie historique dans son sang d'origine. La paume offerte de Rodolphe était prise de spasmes. Rien de spectaculaire, mais des soubresauts flagrants dans la pénombre. Suffisamment palpables pour que Gabriel, empoignant son squelette de plastique bariolé avec le discernement froid d'un gamin qui devine la métamorphose de la reine, puis jauger le gouffre entre le pied tyrannique qui avait broyé son crayon et cette griffe tremblotante mendiant l'aumône dans la boue. Francine ne confia pas le manuscrit sur le champ. Elle scruta cette paluche pendantée méprisable avec délectation non pas par vice sadique, mais parce que l'instant n'exigeait d'être sanctifié. 15 années de javel, d'ordures, de restes froids, d'autobus puants et de cernes creusées par le rejet viscéral d'un monde qui décrète que vous n'êtes que de la merde bonne à nettoyer leurs semelles. 15 putains d'années voleurs, inoubliables, qui allaient enfin cracher leurs dividendes ensanglantés. Elle toisa Gabriel. Gabriel, droit comme un premier sang qui lui rendit un regard tranchant comme une lame de rasoir. Sa fiole bleue dans la poigne gauche et le squelette chimique dans la droite, exsudant cette insolence mystique qu'elle lui avait insufflé cellule par cellule l'évangile brut selon lequel l'enfer terrestre est surmontable, que les structures perverties peuvent être redressées, que la liaison maudite sera inverse et si l'on sait frapper l'algorithme en plein cœur. Elle lâcha le brouillon mortel. L'équation était résolue. Le bunker du conseil de Pharmacor empestait la domination absolue. Pas de façon vulgaire avec des lustres Bing ou des dorures à gerber. C'était l'intimidation par le vide et la perfection minérale, le coup de poing dans la gueule d'un Dance par le minimalisme des seigneurs. Le chêne noir de la table de réunion luisait tel un miroir démoniaque. Les fauteuils en cuir de corde ou couleur cognac héritage coûtaient plus cher que la vie de ceux qui les tannaient et rappelaient charnellement à quel monde ils appartenaient. Les cloisons de verre surplombaient l'échiquier parisien avec la supériorité maladive des vautours. Francine trônait à la cime de la grande table ovale, emballée dans son blouson bleu pan en polyester. L'auréole blanche de l'âge avait toujours incrustée sur la manche droite, son badge minable et sa photo de tolard de coincée sur la poitrine. Elle avait débarqué avec le premier RER, s'était identifiée au sas de sécurité Pouzieux et s'était tapé le montage de la maintenance. Pour l'unique et bonne raison qu'elle n'en avait plus rien à battre des rituels d'accès de la noblesse. Elle n'avait même pas pris la peine de revêtir une toge. L'insulte suprême n'était pas un oubli. L'armada d'avocats avait vomi l'acte de reddition sur le chêne, compilé en pleine nuit par des mercenaires dont le masque de cire ne masquait qu'à peine l'hémorragie panique. Les aveux criminels s'étalaient sur 3 pages et demie en Arial 11. Une exécution sommaire et factuelle, dépouillée des enrobages sémantiques mielleux que les juristes de la défense pondent pour masquer l'odeur des charniers. Aujourd'hui, il ne restait pas la moindre miette à sauver. Rodolphe agonisait 2 chaises plus loin. Costume de croque-anthracite, coupe slim pas l'uniforme arrogant du cocktail du crayon. Mais le drapé macabre que l'on endosse pour maintenir l'illusion face au peloton d'exécution. Mais la laine froide Sarma ne faisait plus illusion. La sueur en s'imprégnait le col, sa pâleur confinée à la mort gaie, la poigne cadavérique autour de son stylo Mont Blanc trahissait la paralysie d'un condamné dont le métabolisme entier comprend l'irrémédiable avant même que la lame ne siffle. Il décortiqua le testament de l'anéantissement.
puis son regard fuyant alla s'écraser sur la souveraine en bout de table. Elle s'évadait vers la baie vitrée avec l'impassibilité glaciaire du bourreau sans sadisme fiévreux. Transpirant la force inébranlable du juge des ténèbres qui sait qu'il a mis fin à la partie et qui n'a pas besoin de brusquer l'agonisant. L'encre ruissela sur le papyrus. L'écriture charcutait le parchemin au ralenti. Non pas parce que Rodolphe tentait de s'esquiver, la reculade avait déjà été incinérée la veille dans le parking puant. Lors de la veillée d'armes entre les pots d'échappement et le bureau du diable. L'encre coulait comme de la boue parce que le corps refuse la vélocité quand l'effacement définitif de son aura réclame détracté dans la chair, scellant la frontière irrévocable entre l'empire du vide et l'abîme insondable du lendemain. Chaque initiale de cette putain de dynastie mafieuse qu'il avait été, enchaînée au brevet siphonné, chevillé au mensonge de sa propre gloire volée, chaque courbe ratifiait et viscérait le mythe fallacieux monté par le daron tyran et vomissait le nabab à poil sous les néons de l'escroquerie absolue. Une fois le calice vidé jusqu'à l'al, il balen l'eau. Il ne le glissa même pas dans sa poche intérieure. La carcasse inerte d'un fétiche de pouvoir désintégré à l'instant et par l'onde de choc nucléaire. Pour piger la suite, il va falloir sauter de 3 mois dans le temps. Le collège international pour les génies se nichait dans cette forteresse bourgeoise que Francine n'avait fait qu'effleurer. De l'œil derrière les vitres poisseuses du bus, les artères arborées et les façades haussmanniennes de l'aristocratie qui suinte la pérennité. Léoï débarquait désormais tous les matins par VTC blindé, équipé d'un sac ergonomique crachant le luxe et de cahiers qui ne ressemblaient plus au papier d'emballage du boucher. Il charriait son kit chimique crasseux dans ses affaires. Non pas par manque d'équipement de pointe, le bahut était un temple de l'aritech et le morveux l'aspirait avec la frénésie d'un autiste enfermé avec les codes nucléaires de l'univers. Il trimballait ses sphères en plastique parce qu'elles étaient l'Excalibur de plastique avec laquelle il avait fendu le dragon et que cette merde bas de gamme contenait une mémoire cosmique qu'il ne balancerait jamais à la poubelle. Mais sa pompe de ventoline était de la science-fiction. L'Érogénus, nom de code de l'incroyable miracle accouché en 6 semaines de transe intellectuelle au cœur du 3e étage, l'effet collatéral génial que Francine avait déclenché après avoir redressé le code génétique du neurobliss. La faille monstrueuse qui massacrait les cardiaques muets en une balistique d'une précision foudroyante pour la bronchodilatation. Un feu grégeois pulvérisant les daubans aérosols de Big Pharma. Gabriel engloutissait l'oxygène avec la gloutonnerie extatique d'un monstre qui ne se rappelle plus l'enfer d'hier. Parce qu'à 8 berges, le cerveau raye les traumas de l'étouffement quand la résurrection te pète à la gueule. Au sommet de l'Olympe, l'écosystème avait méchamment muté. La nouvelle cote de travail synthétique n'était plus d'un bleu pampimpant, mais d'un beige gerbatoire, l'uniforme castrateur de la plèbe qui crache l'obéissance totale avant même de prononcer un mot. Rodolphe de Montferrand se l'était vu imposer avec le contrat de la mort sociale, directeur exécutif de la logistique d'entretien. Un cachot managérial inventé par les exécuteurs de la terreur, la streignant à récure et le fond des chiottes. J'avais lisé les dalles et évacué les déchets sur les 15 étages du complexe. Le conseil avait expédié sa lapidation avec une diligence de tortionnaire administratif, l'héritier avait gueulé, avait rampé pour marchander. C'était démené pour esquiver par une chatière de sauvetage propre aux sérails des mafieux en col blanc avec lesquels il se pavanait. Manque de bol, cette fois-ci, il avait été mûr et vivant avec les rats. Ce matin-là, il déambulait au 2e armé d'une serpillière et d'un seau à vomir. Le stagiaire sorti de HEC du département marketing déboula avec cette impunité barbare de l'apprenti. Loup de Wall Street qui n'a pas encore goûté à sa propre hémorragie, fixé sur son smartphone tel un zombie, un putain d'américano brûlant à la main. Il télescopa le cou d'un autre esclave en plein sprint mortel. Le magma caféiné fracassa le marbre Kalakata en un cratère brunâtre monstrueux. Le morveux fixa les dégâts, grimaça vers le spectre en bleu de travail échoué à 4 mètres. Son regard s'arrêta net sur l'uniforme ignominieux, se torchant royalement avec la tronche de celui qui se cachait dessous. « Dégage, ça fit ça !» cracha l'avorton pressé et méprisant, le combo létal des petits trous du cul qui jouissent de leur premier gramme de pouvoir au soleil. T'es payé pour lécher le sol. Et la petite merde poursuivit sa route, Rodolphe se liquéfia sur place. Sondant le manche rugueux de sa serpillière. Son seau dégueulasse à ses côtés, la croûte brune de café balafrait ce même sol divin qu'il s'était approprié pendant une décennie. L'artère où il s'était pris pour Dieu, entouré de ses hyènes en costard. L'arène funèbre où il s'était courbé pour cracher son mépris à une mère prosternée sur ce même carrelage. Les larmes de sang ne firent aucun boucan de fiotte. C'était l'hémorragie intime de l'atome fendu, le torrent glacé d'une âme éventrée. Par sa propre cruauté qui se prend un violent retour de manivelle dans la trachée, le naufrage de l'humain désossé jusqu'à la moelle qui se fait rincer de sa propre illusion.
Il s'effondra à genoux et se mit à nettoyer la crasse. « Oh, votre avis ! Qu'est-ce qui a fusillé cet usurpateur ? L'éviction brutale de sa dynastie ou le naufrage abject de se prosterner dans la merde qu'il commandait de désinfecter ? Pondez vos sentences dans les commentaires, je veux savoir de quel bois vous chauffez. » L'asile de verre du 3e étage n'était pas l'opéra de Sydney. C'était bien trop étrique et face à la mégalomanie légitime que Francine entretenait durant ses 15 années de goulag. Quand elle rêvait à ses fusions chimériques avec son seau à la main. Mais le labo crachait le feu du soleil, gavé d'appareillages indécents qui la vénéraient. Et encadré par 6 cracks des sciences qui avaient violemment assimilé qu'on ne dérangeait pas l'impératrice scientifique. Pour des réunions de boutiquiers de quartier. Sa toge était faite de la plus banale étoffe. Coton clinique. Dépourvu d'armoiries, de dorures écœurantes ou du moindre liseré d'orfèvre sans ses dictées qui commandent. Juste une fine broderie au fil d'azur du côté de la horte, le seul patronyme légitime, frappé au-dessus de sa couronne. Appuyée sur le vitrage, elle scanna l'enfer d'en bas. La fosse de marbre du 2e s'offrait à elle en contre-l'ennui infernal. La silhouette de Forçat voûtée dans sa gangue beige, astiquant la fange à genoux. Exsudait l'anéantissement de son matricule bien avant que la lumière ne caresse son museau mortifère. Francine figea ses pupilles sur l'effondrement. Elle ne baignait pas dans l'orgasme nauséeux du lynchage en place de grève Lacléchen, poisseuse de l'inversion de la hiérarchie pour le compte des frustrés. C'était pur, tranchant, mathématique. La résolution d'une formule asymétrique laissée en jachère durant 15 années sanglantes. Forçant enfin l'univers à cracher l'équilibre absolu, une mécanique de fluide remettant l'usurpateur dans les égouts, la vengeance est pour les chiens. C'était le triomphe apocalyptique de l'ordre naturel. À 1 mètre d'elle, Gabriel attaquait la fresque blanche immaculée de l'auditorium. Extorqué par sa mère pour ses sessions secrètes du mercredi après l'école, il n'était pas encore le baron du laboratoire. Mais cet asile transfigurait son corps, mutant le cancre chétif en seigneur de la guerre. La pointe azur du feutre cisaillait les mailles magnétiques. Pas de code ADN complexe cette fois. Une équation d'une simplicité mortelle, le genre de glyphe archaïque griffonnable sur un essuie-tout dégueulasse si le goulag n'offrait que ça pour accoucher de la révolution divine. À gauche, le fardeau originel, à droite, la fange cosmique, et au centre de la ligne de front, l'estocade. Le chevron carnassier hurlant qu'une matière écrase sa rivale. Que le talion s'applique sans calculette scientifique, avec la puissance des seigneurs qui exterminent les parasites pour rétablir la lumière. Savoir arrogance, Francine toisa l'architecte de l'avenir, la fresque sacrée. Le totem gravé par les paluches d'un gosse de 8 ans qui vient d'atomiser l'univers avec la certitude glaciaire du démiurge. Un rictus furtif déchira sa carapace imprenable. Le sourire intime de la Louvre pue, qui n'appelle ni public ni flatterie. La simple onde de choc orgasmique de l'univers dont la moelle épinière fracture et s'est enfin redressée pour tordre le cou à l'hérésie. Elle retourna vers les fioles brûlantes de la paillasse. La machine de guerre n'attendait qu'elle. Je vous regarde droit dans l'âme. Bordel, cette fresque radioactive vous hurla la face que la science incandescente refuse la capitulation. Elle se cache dans l'obscurité. Rongeant son frein avec la patience démoniaque de ce qui est pur, guettant l'heure sanglante où l'univers la suppliera de renaître. Que le génie bafoué par les raclures en col blanc ne se désintègre pas dans le bac et nauséabond de la souillon, il se terre dans les catacombes. Niché sur un bout de papier crasseux qu'éguettant l'étincelle meurtrière d'un morveux armé d'atomes en plastique. Si ces mythes incandescents capables de disloquer vos certitudes vous foutent des frissons, claquez l'abonnement et activez la cloche du réveil des esprits. La pure science est increvable. Elle attend juste l'éclipse pour foutre le feu à la matrice. Bienvenue dans la meute de ceux qui voient dans le noir.